Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif, un numéro extrêmement tardif ce soir à l'heure où je tourne, donc j'espère que je vais pas trop pédaler dans la semoule, parce que je préfère vous prévenir à l'avance, à l'heure qu'il est, je suis plus de toute première fraîcheur. Mais je vais quand même prendre le temps de faire le petit rappel du concept pour les nouveaux qui découvriraient le film au pif avec cette vidéo. C'est la moindre des choses. Concept très simple donc, puisque je dois piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça, de mémoire, de vous pitcher rapidement l'histoire et de vous glisser quelques petites anecdotes autour du tournage, histoire de vous donner envie de voir le film. Et comme le veut la tradition, je dois faire mon petit pari de début d'épisode, c'est-à-dire que je dois deviner quelque chose sur le film que je vais piocher. Et en ce moment, je mise pas mal sur les genres de films. Et j'ai tendance à miser sur la science-fiction. Donc, on change pas une équipe qui gagne pas, puisque pour l'instant, on va dire, ça n'a pas été très très fructueux, mais on verra bien. Je vais bien finir par tomber sur un film de science-fiction quand même. Et c'est ce qu'on va savoir tout de suite en procédant au piochage. Et cette fois-ci, je vais piocher par là, et je pioche cimetière. Bon non, hein, toujours pas. Décidément, miser sur les films de science-fiction, ça ne me réussit pas des masses. Et vous allez voir que c'est quand je vais changer que la science-fiction va sortir. Sinon, c'est pas drôle. Alors, cimetière. Pet Sematary, en version originale. Film d'horreur, donc, d'où ma déception d'avoir perdu encore mon pari, de 1989, réalisé par Marie Lambert, dont je ne peux pas trop vous dire ce qu'elle a réalisé d'autre, pour le coup, et qui est adapté d'un roman de Stephen King. Donc, rien que ça, déjà, ça pose le truc, et c'est ce qui donne principalement envie de voir le film, bien entendu. Du coup, le nom de Stephen King suffisant pour vendre le film, il est évident que les producteurs se sont pas trop foulés au niveau du casting. Non pas qu'ils ont pris des mauvais acteurs, mais ils n'ont pas mis de grosses pointures, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros nom au générique, puisque le seul gros nom au générique, c'est Stephen King. C'est ça qui fait vendre le produit. Donc là, dans le rôle principal, on va avoir Dale Midkiff, je crois qu'il s'appelle, qui va jouer donc le personnage principal du film. Ensuite, il y a celle qui va jouer sa femme, qui s'appelle Denise Crosby, je crois. Donc voilà, puisque c'est une histoire plus ou moins familiale. Et puis, on va avoir celui qui joue le vieux, qui joue le vieux voisin qui est en face de chez eux, et qui s'appelle Jeff Gwynne, je crois. Mais bon, à vérifier. Je mettrai les vrais noms en bas, parce que comme ça, je suis vraiment pas sûr de moi. Donc là, dans la mesure où le casting n'est pas très connu, je vais pas tellement pouvoir m'étendre sur la filmographie de chacun des acteurs, parce que je les ai jamais revus dans autre chose après. Dans la mesure où la réalisatrice n'est pas très connue non plus, et que j'ai jamais rien vu d'autre d'elle après ça, je peux pas non plus m'étendre sur son cas à elle non plus. Et dans la mesure où l'édition DVD que j'ai est toute simple et qu'il n'y a même pas de bonus dessus, je vais pas non plus avoir tellement d'anecdotes à vous raconter sur ce film. Là, je suis un peu emmerdé, c'est ce qui s'appelle être au chômage technique, en gros. Donc comme j'ai pas grand chose de hyper croustillant à vous apprendre sur ce film, je peux peut-être vous parler un tout petit peu, on va dire, de Stephen King, j'allais dire de la filmographie de Stephen King, on va dire des films qui ont été adaptés de ses romans, dont il en a réalisé d'ailleurs, puisque on va retrouver quand même pas mal de ces bouquins adaptés au cinéma. Je pense notamment déjà à Christine, que je trouve excellent, qui est un roman adapté par en plus John Carpenter, donc c'est pas non plus n'importe qui s'occupe du truc. Je pense qu'on peut parler du Fléau aussi, qui est adapté pour la télévision, celui-là je crois, en 2 parties même je crois, et qui avait bien marché. On peut parler bien entendu de ça, qui en plus a eu droit à un remake il n'y a pas très longtemps. On peut parler de, je sais plus, je crois qu'il y a Carrie aussi, qui a été réalisé par, pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Brian De Palma qui a réalisé Carrie. Il y a John Travolta, il y a John Travolta dedans en plus. Enfin bon, il y a beaucoup de films de Stephen King, j'en ai oublié, il y a Dreamcatcher, il y en a énormément. Et puis il y a celui qu'il a réalisé lui-même aussi, qui s'appelle Maximum Overdrive, qui est pour le coup pas la meilleure adaptation ciné des œuvres de Stephen King. Et pourtant c'est lui qui l'a réalisé. Mais bon, ça va, ça passe, ça reste quand même un bon petit film de série B, quoi, on va dire. Mais c'est pas la meilleure adaptation de ces trucs. Je peux aussi citer Dead Zone, avec Christopher Walken et Martin Sheen, qui a été réalisé par David Cronenberg, celui-là. Donc encore du beau monde à la réalisation. Et puis je peux citer The Mist. Je crois que oui, The Mist c'est adapté de Stephen King, puisque je crois même savoir que quand il a vu la fin du film The Mist, qui est plutôt différente que celle du roman, il a appelé le réalisateur pour lui dire que c'est la fin qu'il aurait dû écrire, en fait. Donc il a été, pour le coup, cette fois-ci, il a apprécié l'adaptation, parce que c'est pas toujours le cas, notamment sur Shining, je crois.
Oui, parce que Shining, je crois que c'est lui aussi. Et je crois qu'il n'avait pas du tout aimé la version de Kubrick. Comme quoi. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Stephen King, mais qui auraient vu quelques-uns de ses films, vous avez compris que la grande majorité de son œuvre touche à la science-fiction fantastique, horreur, enfin côté toujours un peu mystique comme ça. Il y a toujours un élément dans ses romans, et donc dans ses films, qui a quelque chose de surnaturel, on va dire. On va dire ça comme ça, globalement, parce que ça peut être chaque fois des choses différentes. Hein. Il peut toucher à différents genres. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de surnaturel qui vient se poser là-dessus, quoi. C'est sa patte. En gros, les romans de Stephen King, on pourrait dire que c'est un peu X-Files avant l'heure, quoi. En gros. Et là, encore une fois, Cimetière, il déroge pas à la règle, puisqu'il faut vous attendre à quelque chose de surnaturel. Et j'y viens tout de suite. Mais avant, il faut que je vous glisse rapidement un ou deux mots sur la musique du film, puisqu'elle est ici dirigée par Elliot Goldenthal. C'est peut-être un nom qui vous parle, si vous avez déjà vu les épisodes précédents du film au pif, vous vous rendrez compte que dans Batman et Robin, je parle de lui, puisque c'est lui qui a fait la musique de Batman et Robin et de Batman Forever. Donc c'est un nom qu'on connaît un petit peu, on va dire. Le film commence sur un couple de jeunes parents qui arrivent dans un bled, on va dire, de la campagne américaine, assez profonde. Ça reste quand même une petite ville, comme on en voit dans beaucoup de films, comme dans Arachnophobie, enfin voilà, ce modèle de petite ville de la campagne américaine, quoi. Ils viennent aménager ici, et ils ont acheté une superbe maison, toute blanche, assez grande et tout ça, avec un grand jardin au bord de la route. Voilà. Donc ils viennent, ils s'installent et tout ça. Tout de suite, le voisin, le vieux d'en face, les repère directement et vient tout de suite se présenter. On va pas dire taper l'incruste, parce que ce serait quand même un petit peu abusé, mais tout de suite, il vient leur expliquer que, voilà, ils vont avoir de la compagnie quand même, avec lui. Et comme en plus il s'agit du nouveau docteur du bled, autant dire qu'il est accueilli un petit peu à bras ouverts, parce que on est dans un petit bled et qu'ils ont certainement besoin d'un docteur. Donc ils sont quand même contents de voir arriver ce type et sa famille. Donc le vieux d'en face, il va tout faire pour les accueillir à bras ouverts et puis leur donner l'impression qu'ils sont les bienvenus. Mais il va quand même très vite commencer à les faire flipper quand il va se rendre compte que la gamine de la famille a un chat et qui va leur expliquer qu'elle ferait mieux de le faire castrer assez rapidement parce que cette route est réputée pour être un cimetière de chats, quoi. C'est-à-dire que les chats ici au bord de cette route, ils font pas long feu. Parce qu'effectivement, sur cette route, il passe énormément de gros camions, quasiment toute la journée. Apparemment, c'est un axe principal pour les transporteurs ou un truc comme ça. Et donc, il y a énormément de camions qui passent ici. Donc, le chat, il vaudrait mieux quick, et puis à la maison, et puis éviter de le laisser sortir. Et ça va pas traîner, puisque je crois que dès le lendemain matin, il va découvrir le chat de sa fille en crêpe au bord de la route. Donc, ça veut dire qu'il s'est déjà fait ramasser par un camion, peut-être une bagnole, mais en tout cas, c'est plié pour lui, quoi. Et ça, il va falloir qu'il l'explique à sa fille. Et ça va être extrêmement compliqué. Et c'est là que le vieux d'en face va lui apprendre l'existence d'un ancien cimetière indien qui est estimé comme étant maléfique. Puisque quand on y enterre quelque chose, ça revient à la vie. Mais sous une forme maléfique. Malheureusement, ne pouvant se résoudre à expliquer à sa fille que son chat s'est fait écraser, il va décider d'aller enterrer ce chat dans ce fameux cimetière. Et effectivement, dès le lendemain matin, le chat est de retour. Sauf que c'est vrai qu'il n'a pas l'air commode. D'un seul coup, c'est une petite teigne quand même. Même sa fille peut plus l'approcher parce qu'il est assez mauvais quand même, comme bestiau. Donc, est-ce que c'était une bonne idée? Pas sûr. Mais bon, malgré ce petit incident que le père va tâcher de garder secret, avec bien sûr la collaboration du voisin d'en face, puisque lui il était au courant, la vie suit son cours, et puis tout a l'air de bien se passer, ils commencent un petit peu à prendre leur marque dans le bled, et à se mettre bien, quand même. Jusqu'au jour où c'est le drame. Vous vous doutez bien. Ce qui pouvait se passer de pire va se passer, puisque leur plus jeune fils, qui doit avoir à peine l'âge de marcher, va se faire renverser par un camion. Et malheureusement, vu la taille du gamin et vu la taille du camion, vous vous doutez bien que il va pas survivre, quoi. Donc là, c'est le drame absolu. Ce qui commençait apparemment comme un paradis sur Terre devient un enfer, puisque le père, il s'en remet totalement pas, il devient à moitié schizophrène, la mère, elle prend la fille et puis elle se barre chez ses parents, parce que on comprend bien que ça doit être compliqué de rester dans cette maison après ce qui vient de se passer, et le petit vieux d'en face, il sait pas trop tellement quoi faire pour essayer de leur remonter le moral, parce que clairement il se sent un petit peu coupable, on sait pas trop pourquoi, mais il se sent un peu coupable quand même. Et n'arrivant pas à surmonter son chagrin, l'idée saugrenue que va malheureusement avoir le père, c'est d'aller déterrer le corps de son fils pour aller l'enterrer dans le cimetière interdit.
Et s'il est interdit, c'est peut-être pas pour rien non plus. Donc je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est un bon cliffhanger pour vous donner envie de savoir ce qui va se passer après et vous donner envie de voir le film pour le savoir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce film? Je pourrais rajouter peut-être que celui qui joue le petit gamin et qui est génial, pourtant il va avoir à peine 2 ans ou 3 ans ce gamin, il est déjà génial dans ce film-là et on a pu le revoir encore après dans pas mal de films puisque je crois qu'il joue dans Apollo 13, il joue le fils de Tom Hanks dans Apollo 13, il est un petit peu plus âgé bien sûr, et il joue aussi dans Code Mercury avec Bruce Willis où il joue cet enfant autiste qui détient des informations hyper top secret et tout ça. Et donc c'est lui qui joue aussi là-dedans. Et puis je crois qu'on l'a encore vu dans 2-3 autres films, mais c'est vrai qu'une fois qu'il a eu grandi, ben on l'a plus vu finalement, puisque c'était vraiment là un gamin star et quasiment que gamin star. Un petit peu comme Ali Joel Osment, celui qui jouait dans le Sixième Sens et dans AI, qu'on n'a pas trop revu une fois qu'il a eu grandi, quoi. Malheureusement pour eux. Ma note pour ce film, alors ça va être un petit peu particulier de le noter, parce que là, il s'agit en fait du tout premier film d'horreur que j'ai vu, sans le voir vraiment, puisqu'en fait il était diffusé sur un écran géant avec un vidéoprojecteur, tout ça, dans un bar à billard où on était allé avec mes parents et des amis à eux. Moi j'étais assez gamin, donc le film était projeté là-dessus, sans le son en plus, puisqu'il y avait de la musique dans le bar et tout. Et moi je l'ai découvert pendant qu'ils étaient en train de jouer au billard et de faire leur truc. Moi j'étais comme ça devant le film. Et je comprenais déjà que c'était un film que théoriquement j'avais pas l'âge de voir, quoi. Et bon, je m'en suis un petit peu régalé. Enfin, pas régalé, mais disons que j'en ai profité. Pendant que les autres ils étaient en train de se torcher le museau et de jouer au billard, moi je fixais ce truc-là, quoi. Donc c'est le premier souvenir d'horreur que j'ai, sachant qu'après le vrai premier film que j'ai vu d'horreur un tout petit peu plus tard, c'était Evil Dead 2, que j'ai vu là pour le coup avec le son et tout. Mais là, ouais, Cimetière, c'est les toutes premières images de films, on va dire, d'horreur que j'ai vues de ma vie. Ce qui fait que ce film-là, je vais quand même lui mettre un bon, allez, un 14. Parce que bah, j'estime que c'est quand même un pas mauvais film du tout. Je sais pas ce que Stephen King en pense. Je sais que par rapport au roman, c'est quand même vachement raccourci. Le roman est beaucoup plus long que ça, il s'étire beaucoup plus. Là, ils sont allés, ils ont coupé pour prendre le plus intéressant, enfin on va dire. Ils sont allés droit au vif du sujet. Mais bon, bah moi je trouve que ça fait quand même un pas trop mauvais film, une bonne série B, qui est à la limite même un tout petit peu plus. Et bon voilà, je pense que c'est un film quand même assez culte, il est quand même très réputé dans le milieu du film d'horreur, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui l'ont apprécié. Voilà, c'est voilà ce que je pouvais dire de ce film. Et bien évidemment, il fait flipper, hein, puisque quand même c'est un petit peu ça qu'on recherche à travers ce genre de film. Donc là, on est quand même bien servi. Je dois dire qu'on est quand même pas tranquille pour eux. Disons qu'on est mieux là où on est que là où ils sont eux. Bon bah voilà, alors ce sera peut-être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, parce que j'avais pas grand chose à dire sur la première partie, sur les acteurs, sur la réalisatrice, sur les secrets de tournage et tout ça, j'avais pas grand chose en magasin, donc c'est sûr que ça va sûrement écourter la durée de l'épisode. Et bon, après tout, c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous ayez eu un petit résumé de l'histoire du film pour vous donner envie de le voir. Et puis bah, j'espère que ça aura marché, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est le cas, bah, mettez le pouce en l'air. Si c'est pas le cas, vous n'êtes pas obligé de mettre le pouce en bas. C'est vous qui voyez. Vous avez le droit de passer votre chemin sans rien dire. Ça fera de mal à personne. Mais bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et puis n'hésitez pas à partager non plus si vous avez aimé mon travail. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis sur ce, bah, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!